C'est bon? Non, c'est bon, ouais. Voilà. Voilà, c'est ouvert. Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir à ce webinaire consacré à ce format particulier que sont les podcasts vidéo, grâce à nos invités nombreux, tous experts en audio digital et à leur retour d'expérience. Nous allons tenter de mieux comprendre comment est-ce que la vidéo s'est invitée dans les podcasts et pour quels usages, quel est précisément le procédé technique utilisé pour ce format, comment est-ce qu'il est distribué, comment l'exploiter. Mais je laisse tout de suite la parole à François Defossé qui va animer et modérer cette session. Pour rappel, François, que beaucoup te connaissent, tu es fondateur de l'agence d'innovation Cosa Vostra et par ailleurs tu reçois chaque semaine des personnalités de l'écosystème des médias dans ton podcast Mediarama, que vous connaissez tous certainement et dont nous relayons les épisodes dans notre newsletter J'Instafo. Voilà, on se donne 1 heure à peu près. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et voilà, à toi François. Merci Laure pour l'invitation à cette table ronde et bonjour à toutes et à tous et bienvenue effectivement à cette table ronde du GEST dédiée au podcast vidéo. Alors le podcast vidéo, vous le connaissez, c'est un format hybride qui rassemble les usagers de l'information, fait saliver les annonceurs, on sent un vrai engouement de ce côté-là et intéresse les éditeurs et plateformes. Et donc pour ce plateau, cette table ronde, ce webinar, comme on les appelle au GEST, j'ai la chance d'être entouré de beau monde. On va faire un petit tour du plateau. Donc Christelle Massé, déléguée au marketing et à la distribution numérique chez Radio France. Christelle, bienvenue. Merci, bonjour tout le monde. Est-ce que c'est maintenant qu'on se présente ou tu fais le tour? Eh ben, tu peux, puisque j'ai ouvert le ton en te laissant la parole. Tu peux nous dire en une minute ce que tu fais et on continuera le tour de table comme ça. Je t'en prie. Merci. Donc, pour Radio France, je travaille à la direction du numérique et je pilote les activités de marketing et de distribution avec une raison d'être très simple qui est de porter l'offre éditoriale de Radio France, direct, podcast, vidéo, etc. auprès de tous nos publics divers et variés. Et donc, j'ai des équipes qui sont en charge du SEO, de la data, du CRM, de la promotion et bien sûr de la distribution de toutes nos relations avec les partenaires, plateformes vidéo, plateformes audio, réseaux sociaux, etc. Voilà, c'est large. C'est très large, effectivement. Et donc, parmi les plateformes Spotify, on a la chance de recevoir aussi aujourd'hui Claire Azan, qui est la Head of Podcast France et Benelux chez Spotify. Claire, bienvenue. Et si tu peux nous expliquer en 1 minute le scope un peu de ton poste chez Spotify. Ouais, bonjour tout le monde. Donc, je m'occupe de l'activité podcast. Ça veut dire qu'il y a 2 casquettes. On est à la fois créateur de contenu et diffuseur de contenu tiers. Donc, la partie créateur de contenu, c'est tout ce qui est création originale. Donc, monter des projets avec des studios, avec des talents et les sortir sous le label Spotify Original. Et la deuxième partie, plutôt de diffusion, consiste à accompagner toutes les personnes, les créateurs, les studios, les radios qui diffusent chez nous, les accompagner pour développer leur visibilité, leur proposer des nouvelles fonctionnalités, dont la vidéo par exemple, mais il y en a aussi d'autres, pour les aider à se faire à trouver toujours plus de nouveaux auditeurs pour leur contenu. Très clair. Merci Claire. Lorenzo Benedetti, fondateur et CEO de Paradiso Media. Bienvenue Lorenzo, merci d'avoir accepté l'invitation. Et si tu peux nous en dire un peu plus sur Paradiso Media. Merci pour l'invitation, ravi d'être parmi vous. Paradiso Media, c'est un groupe de podcasts, c'est un studio de podcast qui s'est créé il y a 4 ans. Moi, auparavant, j'étais dans la vidéo. J'ai créé le studio Bagel, donc c'est un réseau il y a à peu près une 50aine de chaînes YouTube et ensuite tout un tas de comptes de médias sociaux. Donc la vidéo, c'est un sujet que je connais bien,
que j'ai géré au sein du Studio Bagel, mais ensuite au sein du groupe Canal. Chez Paradiso, en fait, on a créé cette structure il y a 4 ans. Maintenant, c'est un groupe. On a aussi la société Binge Audio maintenant qui fait partie du groupe, avec laquelle on mutualise un certain nombre de choses, notamment la régie, les équipes marketing. Et on fait 2 choses principalement. On fait de la distribution de podcasts comme un média, hein, en fait, comme Radio France. Hein. Évidemment, pas autant d'audience, mais en tout cas, on essaye. On a donc cette logique média et on a aussi une logique de collaboration avec les plateformes comme Spotify, comme Amazon Music, comme Audible, où on est vraiment producteur de contenu. Et parfois, ça peut impliquer aussi de la production vidéo et de plus en plus. Voilà. Et on est aussi présent dans d'autres pays et dans d'autres langues. Donc, aux États-Unis, on a vraiment une équipe présente de 6 personnes là-bas qui produit pour aussi les plateformes et aussi avec cette logique média. Et puis dans d'autres pays comme d'autres pays ou continents qui adressent d'autres langues comme l'Amérique du Sud, où on est assez présent, notamment à travers certains clients comme Ubisoft, avec qui on fait beaucoup de podcasts, ou Brut aussi, pour lequel on fait leurs podcasts. Donc voilà, très rapidement, en gros, c'est. Voilà, très rapidement, mais pas mal d'activités, effectivement, beau développement. Merci Lorenzo. Robin Riccitiello, responsable podcast et producteur son chez Combini, qui en plus nous fait le plaisir d'être là pendant ses congés. Donc merci Robin d'être là. Si tu peux nous préciser un petit peu ton rôle chez Combini. Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc moi je travaille chez Combini qui est à la base un média vidéo et articles en ligne. Et très vite on a eu la volonté de se développer aussi sur le terrain audio. On avait monté une radio en 2017 qui était une web radio. Et ensuite on s'est dit qu'on pouvait aller un peu plus loin et créer du contenu comme on le faisait en vidéo mais en audio. Et du coup on a commencé à créer des podcasts. On a aussi créé des podcasts 100% musicaux avec des artistes qui nous faisaient des mix entre guillemets de musique. Et c'est ce qui nous a permis d'arriver sur le terrain de l'audio. Top, merci Robin. Et enfin, pour compléter ce tour de table, Timothée Gérardin, responsable performance audio chez Prisma Media. Timothée, bienvenue, merci d'être là parmi nous. Pareil, si tu peux te présenter en 1 minute et nous expliquer un peu ton rôle chez Prisma. Yes, bonjour à tous. Donc moi, je m'occupe de la cellule audio chez Prisma Media. Prisma est en fait actif sur le podcast depuis 2018. À l'époque, il y avait eu des opportunités de produire pour les smart speakers. Donc c'est comme ça que Prisma était rentré sur le sujet de l'audio. Prisma qui était déjà très actif sur la vidéo depuis plusieurs années. Et donc depuis, on a créé pas mal de podcasts. Donc le rôle de la cellule audio, c'est de créer des podcasts pour les marques du groupe. Donc on avait créé notamment Mourir moins con, qui avait bien fonctionné. Et on continue à produire pour des marques comme Télé Loisirs, Géo, Cuisine Actuelle. On a fait le podcast Sexy Veggie il y a quelques temps. Et on s'est mis... on aura l'occasion de plus parler de podcasts vidéo. Mais voilà, on a eu toujours ce double côté vidéo et audio. Et on s'y est mis notamment quand Spotify a ouvert la possibilité à diffuser des podcasts vidéo. Très clair. Effectivement, on va en parler. Alors, on parle de podcast vidéo. J'aimerais qu'on puisse pareil. Alors, je ne sais pas si tout le monde c'est intéressant de demander à tout le monde autour de la table, mais une définition, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce qu'est un podcast vidéo parce que ça peut paraître en fait un peu très large. Est-ce qu'une matinale filmée chez France Inter, c'est un podcast vidéo? Est-ce qu'une vidéo Combini quelque part filmée face cam, c'est une vidéo? Est-ce que vous avez, vous, en interne, une définition de ce qu'est un podcast vidéo? Je reprends peut-être dans le même ordre qu'on a fait le tour de table, comme ça, il n'y aura pas de problème. Christelle, pour toi, c'est quoi un podcast vidéo? Mince, je pensais me servir des définitions des uns et des autres. Eh bien non, tu tombes en premier. premier. Je n'ai pas la réponse à cette question, parce que précisément, en fait, je pense que c'est une définition que le marché cherche. Je ne suis pas certaine, en fait, pour quelque chose qui émerge et qui ouvre un champ des possibles en termes de créativité, ce soit absolument indispensable, en fait, de donner une définition très stricte. Au contraire, en fait, je pense qu'il y a un boulevard pour continuer à inventer toutes sortes de formes.
Mais comme je savais que tu allais poser la question, je l'ai posée à quelques personnes autour de moi, des producteurs de podcasts à Radio France, et ça varie entre un podcast, une vidéo, c'est pas du tout la même chose. Effectivement, en fait, il y a des nouvelles formes d'écriture qui vont être portées, mais je crois que la question essentielle, c'est est-ce que l'image est indispensable ou est-ce qu'elle n'est pas indispensable, et que si on reste sur la première partie de l'expression podcast, l'essentiel, c'est que ça puisse aussi s'écouter sans le support image. Et là, on pense au mode d'écoute, écran verrouillé, etc. Ou bien est-ce que c'est une façon d'augmenter un podcast audio avec des choses qui vont donner plus d'informations, donner plus d'émotions, mais dont on peut néanmoins se passer. Voilà, c'est un début. C'est un début, effectivement. En tout cas, ce que je retiens là, c'est que voilà, quelque chose qui peut aussi être à tout moment écouté sans forcément la vidéo. Donc quelque chose qui a pu être conçu aussi pour l'audio. Claire, de votre côté, donc les podcasts vidéo, c'est évidemment un gros sujet chez Spotify. Comment vous le définissez, si tant est que vous l'ayez défini chez vous, ce qui est un podcast vidéo? Ça va rejoindre ce que disait Christelle. Un podcast vidéo, pour nous, c'est un podcast qui a d'abord été écrit pour l'audio. Ça peut être paradoxal, mais ça veut dire quelque chose. Là, pour nous, la vidéo, c'est vraiment un support d'un usage. Cet usage étant, quand vous regardez une vidéo sur d'autres plateformes vidéo que je ne vais pas nommer, parfois, vous êtes en train de regarder votre écran et vous regardez l'image. Et puis, parfois, vous allez faire autre chose et vous gardez juste le son. Donc, vous passez de l'image à l'audio sans vous en rendre compte. Et donc, c'est un vrai usage de consommation de contenu qu'on a voulu accompagner avec cette fonctionnalité. Mais moi, la première consigne, en tout cas, que je donne aux créateurs avec lesquels on travaille et avec lesquels on produit des podcasts où il y a de la vidéo, c'est en fait écrit d'abord un projet audio et ensuite on va le filmer, mais ne pense pas à un projet comme une réalisation vidéo. Ok, donc c'est vraiment, voilà, et c'est les mêmes donc, des conseils que vous donnez. Un podcast vidéo se conçoit pour l'audio. Je continue le petit tour de table, on creusera évidemment ces sujets. Lorenzo, de ton côté, donc vous êtes lancé sur l'audio, le podcast vidéo arrive. Est-ce que pour toi, pareil, c'est une déclinaison de quelque chose d'audio? Est-ce que c'est quelque chose de différent? Pour moi, ça questionne, ça pose la question de l'impact en fait et du reach. C'est surtout ça, en fait, pour moi, le sujet du podcast vidéo. En soi, effectivement, comme ce qui vient d'être dit par Christelle et Claire, on n'a pas forcément besoin de vidéo, en fait, pour consommer du podcast, puisque c'était le principe du podcast. Moi, j'ai quitté la vidéo pour aller au podcast, justement, parce que la vidéo, c'était quelque chose qui pouvait être plus complexe à gérer et plus coûteux aussi. Et là, en fait, on revient à la vidéo. Il faut se poser la question pourquoi. Principalement, à mon sens, pour la question de l'impact. Aujourd'hui, avoir de la vidéo, c'est pouvoir, d'ailleurs, sur Spotify, être mis en avant dans une catégorie qui est podcast vidéo, où il y a moins de podcasts, en fait, au final. Donc, ça donne un avantage concurrentiel. Voilà, ça donne un projecteur peut-être plus important. Enfin, peut-être Claire pourra nous en dire un mot. Sur d'autres plateformes que je citerai, pour le coup, YouTube ou Facebook ou TikTok, en fait, on voit bien que le podcast vidéo, c'est un moyen, parce que ce sont des médias sociaux et qu'il n'y a pas, en fait, aujourd'hui de médias sociaux audio. Enfin, je veux dire, il y a des plateformes, mais ça ne fonctionne pas comme des réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas une progression de l'audience par capillarité exponentielle comme il peut y avoir, en fait, sur les plateformes social médias. Et c'est ça, en fait, qu'on va chercher quand on fait du podcast vidéo. C'est l'objectif principal, c'est de pouvoir proposer plus de reach à partir d'un format audio et de l'augmenter avec la vidéo, sachant que la vidéo, on maîtrise beaucoup plus comment la booster, que ce soit par des campagnes de paid ou par de l'organique. Et donc, forcément, on retombe un peu sur nos pattes et on retombe dans un environnement qu'on connaît et qu'on maîtrise, enfin, en tout cas que les médias traditionnels connaissent et maîtrisent, ou les acteurs pure players connaissent et maîtrisent. Donc, pour moi, c'est un peu ça le sujet. Oh, ok, donc tu débordes forcément sur plein de sujets parce que tout ce que tu dis est hyper intéressant et on va le voir. Donc, mais pour toi, la définition, et c'est qui était plutôt rigolo, c'est la définition du podcast vidéo, c'est plus pourquoi pourquoi on le fait pour avoir plus d'impact, plus que réellement en fait que c'est un sens en tant que format. Je sais pas, mais je vois ce que tu veux dire. Et en tout cas, c'est une réponse qui est intéressante, un peu alternative. Après, juste peut-être pour ajouter un dernier truc, c'est que ça concerne
pour rester dans ta question de définition, pour moi, ça concerne la plupart du temps des talks, sous un format d'interview avec un ou plusieurs invités. Là où c'est vrai que, par exemple, chez Paradiso ou chez Binge, chez Binge, il y a un peu plus de talk, mais chez Paradiso, on était plus habitué à des formats documentaires qui se prêtent un tout petit peu moins en fait, au podcast vidéo, sur lesquels on a d'autres stratégies d'illustration qui peuvent être d'ailleurs de l'illustration, d'animation. Pur et dur, quoi. Ouais. Voilà. Intéressant. Robin, ta définition du podcast vidéo? Moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il y a aussi un aspect de temps long. Par exemple, au début, tu demandais si une vidéo Combini, ça pourrait être un podcast vidéo. J'ai envie de répondre non, parce que sur la plupart de nos vidéos, nous, Combini, elles sont très, très cut. Et sur ce qu'on fait en termes de podcast vidéo, on laisse justement une vraie place à la discussion, aux hésitations, à tout ce qui pourrait arriver dans une conversation authentique, entre guillemets, et qu'on ferait pas sur un montage vidéo classique. Très clair. Et c'est évidemment intéressant quand on parle de combiner, c'est-à-dire effectivement par rapport à vos vidéos. On peut imaginer que c'en est assez loin, mais tu nous expliqueras un petit peu comment vous faites tout ça. Timothée, enfin, ta définition ou la définition d'après Prisma d'un podcast vidéo, quand vous êtes emparé du sujet, vous êtes dit c'est quelque chose de nouveau, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, ou si c'est de la vidéo classique pour vous? En fait, moi, je serais vraiment pour une définition la plus large possible de ce que c'est qu'un podcast vidéo, parce que finalement, nous, c'est pas que on a emparé récemment, c'est qu'en fait, on l'a toujours fait en quelque sorte, puisque quand on faisait Mourir moins con, dès le départ, on avait fait la version vidéo et la version podcast en parallèle, en fait. La version vidéo pour notre site, pour avoir le reach dont parlait Lorenzo, faire découvrir le podcast, surtout le format à tous les utilisateurs. Et à côté, on avait la version podcast où on développait une communauté, où on essayait de créer de l'engagement, etc. Donc, il y a direct pour nous eu cette complémentarité. Et en fait, finalement, pour moi, la définition, c'est un concept éditorial que l'utilisateur peut soit consommer en vidéo, s'il atterrit sur une page où c'est la vidéo, soit il peut consommer en audio sur les plateformes audio. Et donc, en fait, je pense qu'on peut avoir une définition très large, que ce soit conçu comme un concept pour les deux formats dès le départ, ou alors que ce soit de la vidéo adaptée en audio, l'audio adapté en vidéo. Nous, on a testé les trois chez Prisma, et en fait, oui, je pense qu'il faut plus prendre ça comme ce concept de podcast vidéo comme un bouillon de culture permettant de tester plein de choses. Ce qui va bien effectivement au podcast et à cet univers-là. Merci Timothée. On parlait d'adaptation. Lorenzo, tu commençais à l'évoquer. Je vais peut-être te laisser la parole parce que vous venez un peu de l'audio pur. J'aimerais savoir comment vous êtes adapté justement sur ce vidéo et sur la vidéo. Et est-ce que tous les podcasts sont adaptables en vidéo? Je poserai la même question à Christelle chez Radio France. Vous êtes une maison qui historiquement fait de l'audio. Évidemment, il y a de la vidéo quand même vous filmer certaines matinales, etc. Mais je voudrais savoir comment on adapte des contenus purs audio au podcast vidéo. Nous, déjà, on est passé par une stratégie on a commencé à faire de la vidéo pour faire la promotion de nos podcasts. Et la question qu'on se posait, c'est comment faire un format vidéo qui mette bien en avant l'audio, en fait, et qui n'est pas d'équivoque sur le fait que ce format-là renvoie bien à de l'audio, en fait. Et ça, c'était un sujet assez intéressant qu'on pourra approfondir si tu veux. Donc, on a commencé par faire des vidéos promotionnelles, donc que ça soit de filmer, en fait, nos sessions d'enregistrement pour faire du clipping. Et en fait ensuite driver de l'audience vers nos flux podcast audio en fait qui sont présents sur toutes les plateformes Spotify, Apple, etc. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Puis ensuite là on est vraiment dans un processus d'équipement généralisé à la vidéo de nos studios, ce qui n'était pas forcément le cas à l'origine, puisque pour des raisons de maîtrise de coût on n'avait pas forcément anticipé ce fait, mais en fait on le fait maintenant et on est en train d'équiper l'ensemble de nos 6 studios Binge, Paradiso avec de la vidéo qui peuvent nous permettre d'enregistrer en remote avec de la pré-commute, enfin comme on dit, quoi, c'est la capacité. C'est mise au point et du cut automatique sur différents points pour avoir de la réalisation en fait, automatisé et ensuite le montage de ces formats soit in extenso, soit sous forme promotionnelle, encore une fois, de clipping. Donc ça concerne surtout les talks. Ensuite, sur les autres formats documentaires, on va garder les contenus promotionnels, parce qu'on va continuer d'enregistrer en vidéo
certains moments des enregistrements des podcasts pour en faire, en fait, pour mettre en avant surtout des journalistes qui font les enquêtes. Même si ce n'est pas des talks, en fait, ça nous permet de les mettre en avant dans certaines séquences d'interviews qu'ils ont fait à l'occasion de la réalisation de ce podcast, encore une fois de manière promotionnelle. Mais on explore d'autres formats. Alors, moi, j'avais exploré comment on illustre de la fiction en vidéo avec Calls, notamment avec Canal+. Mais là, en ce moment, par exemple, on travaille avec Canal+ sur une série de fiction. Encore une fois, on essaye de réinventer, au-delà du sous-titre un peu simple, la question, c'est comment on fait du podcast vidéo, parce que la problématique pour Canal, c'est de pouvoir le mettre sur MyCanal, pouvoir en faire en sorte que le format vidéo sur MyCanal puisse en fait se regarder aussi. Donc, c'est une réflexion vachement intéressante, alors, sans spoiler ce qu'on va faire, mais qui passe par de l'animation, de l'illustration. Donc voilà, ça peut s'y prêter aussi. Et je crois que voilà, il y a des chaînes, par exemple Arte Créative a fait des choses assez fantastiques avec de l'illustration aussi. Et donc je pense qu'il y a plein de pistes à imaginer au-delà du pure talk filmé. Qui est lui beaucoup plus simple effectivement à adapter et on pourrait creuser le sujet parce que j'imagine, là je vais pas un peu provoquer, mais on pourrait aussi imaginer des illustrations avec de l'IA générative qui écouterait le truc, etc. Enfin, il y a des choses à faire là-dessus. Complètement, quand on voit ce que Midjourney peut faire sur des animations à base de prompts, donc ça veut dire de mots qui sont des mots-clés, on pourrait très bien rentrer les scripts des podcasts et générer, je pense que dans quelques temps, on pourra faire de l'illustration comme ça, mais en tout cas pour le moment, c'est encore un peu embryonnaire. Exactement. Christelle, chez Radio France, comment on adapte ces contenus aux podcasts vidéo? Est-ce qu'on le fait systématiquement? Est-ce que il y a une réflexion derrière? Comment est-ce que vous traitez ça? Chez Radio France, pour toutes nos antennes, en fait, ça fait quand même un petit moment qu'on fait de la radio filmée, tout simplement. Donc, le podcast vidéo, finalement, existait avant sa définition ou son début de définition. La radio filmée, c'est pas dans tous les studios de Radio France, même si ça s'est quand même beaucoup développé. Soit ça sert à enrichir par l'image le moment vécu, ce qui se passe dans le paraverbal, sur un plateau, entre des invités, etc. Donc ça apporte quelque chose de plus à l'émotion ou l'intensité d'un moment. Soit, en fait, tout simplement, ça sert de matériel de promotion. En fait, ce sont des formats qui vont servir à être diffusés sur les réseaux sociaux, sur les plateformes vidéo. Donc, on en fait des choses diverses et variées. On fait des chroniques enregistrées face caméra, parfois en réenregistrement en sortie de studio après le direct. Vous connaissez sûrement les cartes blanches d'invités, de musique, etc. Tout ça, c'est des formats en extension. Mais là, on parle en fait de choses plutôt à côté versus la radio filmée où c'est du direct et c'est pas reboutiqué derrière. Et puis ensuite, Radio France, nos différentes chaînes produisent de la vidéo depuis longtemps pour continuer à faire savoir que nos chaînes développent un propos sur certaines thématiques, etc. Mais là, on est plutôt dans la création vidéo pure. Donc, voilà. Comment on va poursuivre ce chemin-là maintenant qu'il y a un marché qui se développe, des nouveaux usages qui peuvent se développer, poussés par les plateformes autour du podcast vidéo, voilà, on va continuer d'inventer. Et effectivement, je pense que tout podcast audio ne se prête pas forcément à une version vidéo. Il y a des choses qui ne s'illustrent pas de fait. Donc, est-ce que à partir de podcast audio, on va remonter pour supprimer des passages qui vraiment ne peuvent pas s'illustrer? Ça peut être une question. Soit effectivement explorer aussi des voies avec l'IA, de l'illustration supervisée ou des formes très artistiques ou des formes très, très illustratives. Voilà, tout ça, on le questionne, mais avant tout, on va se poser la question des territoires d'audience. On va se poser des questions. Est-ce qu'on va vraiment
atteindre de nouveaux publics et pouvoir inventer des chemins de conversion vers l'audio, parce que ça, c'est une grande question. Oui, il faut que ça serve effectivement ça pour vous notamment. Merci Christelle. Je passe la parole à Claire qui, voilà, pour comprendre, je parlais là donc d'adaptation, comment on adapte, mais il y a aussi l'adaptation des plateformes. Comment une plateforme comme Spotify s'est adaptée à l'émergence comme ça des podcasts vidéo. Comment ça se traduit dans les usages? Et évidemment, j'ai l'impression que spontanément vous êtes les plus impactés parce que on passe d'une plateforme purement audio à donc une plateforme qu'on va regarder. Ça change tout en termes d'expérience. Comment est-ce que vous êtes adapté à ça? Il y a deux choses. Je pense déjà, à la fois, on est impacté, mais comme je ne sais plus qui le disait, c'est aussi les plateformes pour le pire ou le meilleur, je ne sais pas, mais c'est aussi les plateformes qui accélèrent ces usages-là. Ouais. Donc, c'est un peu les deux. Il y a deux choses. Nous, il y a une question d'accessibilité, c'est-à-dire, là, il y a deux façons de faire sur la vidéo. Il y a les projets que nous, on décide de produire en création originale qui ont un volet vidéo. Et ça, par exemple, le podcast de Léna Situation, clairement, c'est pour Canapé 6 accompagner, places. voilà, Canapé 6 places, c'est pour accompagner un public plus jeune qui n'est pas habitué au format podcast, parce que rappelons-le, les auditeurs de podcast, ils sont quand même plutôt entre 25 et 35 qu'entre 18 et 25. Et il y a un enjeu qui est vraiment de les sensibiliser à ce format. Donc, quand on fait un projet avec un créateur ou une créatrice qui parle à cette audience, en général, on va prendre la décision de aussi proposer la vidéo pour justement les accompagner vers la découverte de l'audio sur Spotify. C'est la première chose. Ensuite, il y a une question d'accessibilité qui est de se dire, il n'y a pas que ce que nous, on produit, il y a aussi la possibilité pour n'importe quel créateur qui mettrait son podcast en ligne sur la plateforme de choisir de mettre la vidéo. Et donc ça, on l'a ouvert il y a quelques mois. C'est-à-dire que c'est vraiment entre les mains des créateurs et nous de choisir s'ils veulent mettre de la vidéo ou pas et d'en faire ce qu'ils souhaitent en faire. Et il y a quelque chose de nouveau que je trouve intéressant pour la question de la découvrabilité. En effet, vous l'avez tous évoqué, une des raisons de faire de la vidéo, c'est aussi tout simplement que l'audio, c'est pas facile à partager sur les réseaux sociaux, que personne n'a encore vraiment trouvé la bonne façon de faire la promotion en social de ces projets. Mais sur Spotify, maintenant, il y a aussi une nouvelle homepage qui est en train de se déployer, dans laquelle il y a un feed un peu à la TikTok, on va dire, où il y a des extraits qui sont choisis, ces extraits pouvant être audio ou vidéo, de quelques secondes, je ne sais plus combien c'est, que vous pouvez faire défiler. Et l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les extraits vidéo pour pouvoir aider des podcasts à être découverts. Ok, très clair. Et ça, c'est pas déployé encore? C'est en train de se déployer. C'est en train de se déployer. Il y a certains utilisateurs qui l'ont et d'autres qui l'ont peut-être pas encore. Mais c'est dans l'onglet podcast directement. On regardera ça, mais c'est vrai que là, dans tout ce que vous dites, on entend beaucoup parler un peu de découvrabilité, hein. C'est comme si c'était un peu le pont entre ces plateformes audio qu'on a d'un côté, qui sont très intimes, mais peu virales au final, et la vidéo avec cet usage un peu massif. On regardera dessus. Merci Claire, j'avance, j'ai évidemment plein de questions. Je voulais parler un peu des formats et de ce que ça permet, les opportunités. Peut-être Timothée, chez Prisma, c'est quoi les opportunités concrète de ce format pour vous, pour toi peut-être sur le business, sur l'acquisition d'audience? Est-ce qu'il y a des opportunités à faire du podcast vidéo? Oui, tout à fait. Je dirais que la première opportunité, c'est vraiment sur les nouveaux usages et donc les nouveaux publics qu'on peut viser. On sait que des études ont montré que une grande partie, voire la majorité des utilisateurs, notamment aux États-Unis, ils écoutent les podcasts sur des plateformes plutôt vidéo comme YouTube, comme ça a déjà été dit. Mais en gros, le fait que Spotify mette à disposition ce format, c'est une opportunité de visibilité supplémentaire pour nous. Et on l'a fait par exemple avec notre podcast qui s'appelle le Mappia Experience, qui existait déjà en vidéo, mais qu'on a mis dans ce format, notamment sur Spotify. Et donc, ça nous permet d'avoir cette visibilité dans la rubrique podcast vidéo de Spotify. Après, il y a une autre opportunité qui est peut-être la plus importante pour nous, c'est de créer du reach et de la découvrabilité sur nos podcasts, parce que finalement, nous, pendant toutes ces années, depuis plusieurs années, on a développé une expertise plutôt vidéo chez Prisma pour la mise en avant sur nos sites, à travers le SEO des articles, à travers les réseaux sociaux, etc. Et donc, pour reprendre encore l'exemple de Mourir moins con,
qu'on avait conçu dès le départ, comme rendez-vous vidéo sur nos sites et rendez-vous podcast sur les plateformes, on crée une espèce de complémentarité en fait entre les deux formats. Ouais. L'un, donc le côté vidéo, ça va plutôt être pour créer de la notoriété, pour faire découvrir le podcast au plus grand nombre, parce qu'on va pouvoir partager sur les articles, on va pouvoir le partager sur le social du groupe Cerise, Gensai, de MyMag, etc. Et en même temps, on garde les points forts du podcast, c'est-à-dire fédérer une communauté autour du format, créer de l'engagement sur le temps long, créer de la fidélité aussi. Donc en fait, on conjugue les deux avantages en faisant du podcast vidéo. Et troisième opportunité, ça serait plutôt le fait qu'on peut, en faisant du podcast vidéo, mutualiser le savoir-faire qu'on a développé sur la vidéo et le mutualiser sur l'audio aussi, quoi. Donc il y a un peu un échange de bonnes pratiques entre la vidéo et l'audio qui peut se faire au travers du podcast vidéo. Et on l'a fait notamment sur le podcast Voici Story, qui existe aussi en format Snapchat. Donc il existe à la fois en format Snapchat et en podcast. Donc ça permet en fait de faire un partage de bonnes pratiques. Et de mutualiser, et puis Ouais, de se mutualiser nourrir les aussi. uns les autres sur les formats, et d'être un peu partout. Quelque part, Robin, chez Combini, je sais que c'est toi qui avais vraiment poussé très fort pour faire du podcast et du podcast vidéo. C'est quoi les opportunités concrètes de ce format pour Combini? Alors nous, chez Combini, ce qui est intéressant de préciser, c'est que pendant très longtemps, on a eu deux typologies de vidéos non incarnées. On a eu des interviews face cam sur fond de couleur très très courtes, et on a eu des reportages plutôt moyens, on va dire, et aussi non incarnés. Et en fait, le fait de vouloir faire du podcast, l'idée, c'était de faire du contenu plus long sur un nouveau format, une nouvelle temporalité, sur du temps long, et aussi d'être incarné, et aussi de pouvoir faire du contenu qu'on pourrait retrouver avec un rendez-vous tous les mois ou toutes les semaines. Donc le fait de développer le podcast, ça nous a permis d'accéder à ces nouvelles opportunités. Et ça nous a aussi permis d'aller chercher des nouvelles audiences, les consommateurs de talk qu'il y a sur les plateformes vidéo, mais aussi sur les plateformes de streaming et de podcast. Et du coup, quand le podcast vidéo est sorti, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on avait l'année dernière, à peu près à la même période au printemps, on avait comme projet de faire un podcast qui s'appelle Small Talk, donc un format d'interview avec un journaliste qui s'appelle David Castello-Lopez, qui interviewe des célébrités pour parler de tout sauf de pourquoi elles sont connues. Et quand on a commencé à le faire, en fait, on a filmé le podcast en se disant, OK, on va pouvoir sortir le podcast en version audio sur les plateformes de podcast et de streaming, et pouvoir faire des petites pastilles TikTok et Insta qui vont nous permettre d'alimenter en contenu court nos chaînes TikTok et nos chaînes Instagram, et en contenu court et consommable de manière indépendante. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est parlé avec Spotify durant l'été dernier, et quand ils nous ont parlé de cette fonctionnalité vidéo sur Spotify, on s'est dit, ah ok, hyper intéressant, on va peut-être pouvoir sortir la version longue en vidéo de ce podcast-là, mais juste sur Spotify, parce qu'on sait que sur Spotify, les audiences sont prêtes à regarder de la vidéo sur un temps long, avec un montage pas très cut comme ça. Alors qu'à l'époque, quand on postait ce genre de vidéo sur notre YouTube, nous, ça tuait notre chaîne YouTube, parce que ça rentrait pas dans l'algorithme qu'on avait à l'époque sur YouTube, et nous, il y avait que les contenus courts qui marchaient sur notre chaîne YouTube. Plus Donc les voilà, sujets évidemment de pub, après, de pub, enfin sur un temps long où tu as beaucoup de pubs. Alors là, c'est pas pour casser du sucre sur YouTube, mais c'est vrai que c'est en tout cas le système, la monétisation de publicité pour le moment. Alors après, bon, ils sont en train justement d'accueillir des podcasts, mais évidemment là, l'expérience est plus sympa pour le coup sur Spotify. Évidemment. C'est vrai que sur YouTube, on le voit tout de suite, nous, dans les commentaires, les gens, on parle beaucoup du fait que les pubs sont récurrentes et beaucoup trop récurrentes sur YouTube. Ouais, il faut prendre YouTube Premium. On est pas mal sollicité. Sur l'élargissement des audiences, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'on parle un peu de vous faites de la viralité avec des formats courts pour faire venir vers l'audio. Est-ce que ça marche réellement, cette acquisition d'audience? Lorenzo, tu étais le premier à en parler là.
est-ce que faire des vidéos et les envoyer vers les réseaux sociaux ou pas que les réseaux sociaux, les plateformes, ça permet d'élargir l'audience et d'aller chercher des gens, des jeunes peut-être, qui, comme le disait Claire, n'écoutent pas forcément beaucoup de podcasts et ça les fait venir au podcast audio? Alors oui et non. Moi, je dirais que ça sert à la notoriété, en fait, surtout d'un podcast au début, mais c'est pas ça qui va maintenir l'audience sur la durée, en fait. Donc, pour prendre un exemple, nous, enfin, on travaille beaucoup avec des marques, évidemment, et en fait, à chaque fois qu'on travaille sur un plan de lancement avec des marques, en fait, on leur dit que pour faire connaître un podcast, il n'y a pas une méthode, en fait, miracle. C'est pas, vous n'allez pas travailler avec un influenceur qui va faire de la vidéo et ça va booster le podcast jusqu'à la fin des temps. Non, ça marche pas comme ça. Le podcast est un média qui est comme créé, en fait, un mini-média, en fait, très niche sur un sujet. Donc, en fait, ça se travaille de manière, j'ai horrible de dire 360, mais c'est ça. En fait, Non, mais c'est le terme, oui, on voit différent. bien. Donc la vidéo, c'est un canal qui va amener à la notoriété du podcast, qui va faire découvrir à une certaine audience, comme on l'a déjà dit, à travers différents artifices qui vont être basés sur des posts sur tous les médias sociaux possibles. Mais en fait, pas que. Et c'est là où le travail commence, en fait, à la diffusion du podcast, avec de la presse, avec des formats, en fait, sur la durée pour installer. C'est plutôt la publicité qu'on va pouvoir faire dans d'autres podcasts qui sont contextuels, parce que là, on va toucher vraiment une audience podcast qui va vouloir des podcasts connexes. Et puis là, récemment, nous, à la régie de Binge, on expérimente un format qui fonctionne très bien en promotion, c'est le drop. Donc, en fait, on drop un épisode d'un podcast dans un feed déjà puissant. Et ça fonctionne bien. Donc voilà, sans dévier vers une autre discussion, mais en tout cas, pour répondre à ta question, c'est ça, mes éléments de réponse. Très bien. Claire, chez Spotify, cette stratégie quelque part de se dire on va chercher ceux qui ont l'habitude de regarder des vidéos, moins de l'audio, les faire venir, est-ce que ça fonctionne en termes d'élargissement de l'audience? Ouais, nous, les chiffres qu'on a, c'est. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais on est autour de. Par exemple, sur un podcast donné, le podcast de Léna, par exemple, je vous demanderais de garder ces chiffres dans ce cercle-là, parce que voilà. On est dans le cadre du geste, on est entre nous. Voilà. C'est autour de 40% du temps de consommation totale du podcast, des heures d'écoute, qui est consommé avec la vidéo en premier plan. Donc, je trouve que c'est un chiffre qui est pile bien, parce que ça veut dire que c'est pas que des gens qui viennent pour la vidéo, ce qui serait pas sain quand on cherche à monter un podcast, mais ça veut dire que ça crée vraiment son rôle de support et d'accompagnement. Mais je rejoins Lorenzo. Moi, la première chose qui m'a surprise en arrivant chez Spotify, qui est une plateforme avec 2 millions d'utilisateurs, et après avoir galéré des années à faire monter des podcasts en audience comme tout le monde, c'est que même quand on a ça à portée de main, c'est pas simple de faire décoller un podcast, et c'est qu'un tricotage d'une multitude de petites actions sur différents canaux. Et le fait de diffuser de la vidéo sur les réseaux sociaux en fait partie, mais c'est pas suffisant et ça crée pas un trafic immédiat. C'est simplement quelque chose en plus. Très clair. Christelle, peut-être sur le sujet, est-ce que vous cherchez à élargir l'audience? Est-ce que faire du podcast vidéo, répondre à des codes comme ça attendus dans le marché ou à des usages un peu installés sur la vidéo vous permettent d'élargir l'audience? Plusieurs niveaux de réponse, et il y a des choses très intéressantes et que je partage qui ont été dites juste avant. Comment se passer de la vidéo pour faire de la promotion aujourd'hui de quoi que ce soit. Donc, de fait, en fait, je pense que c'est un matériel indispensable qui soit dédié vraiment à la promotion ou qui soit un objet éditorial pur. Mon deuxième niveau de réponse, c'est qu'est-ce qu'on va comparer en termes de performance, sur quels indicateurs on va se baser pour dire que ça marche mieux en audio et en vidéo. Alors effectivement, Claire, quand on est sur une seule et même plateforme, c'est plus simple parce que ce sont les mêmes métriques. Mais quand on travaille et qu'on diffuse sur du multiplateforme, là, ça commence à être assez compliqué. Typiquement, chez Radio France,
une écoute à la demande, on la considère à partir de 30 secondes. Qu'est-ce que ça donne sur une plateforme comme YouTube? Voilà, donc je ne vais pas détailler la liste des métriques qui sont essentielles pour analyser un succès ou un échec, mais en tout cas, on a un gros sujet en fait sur les indicateurs qu'on va utiliser pour comparer la performance et mesurer si on met bien nos efforts au bon endroit. Voilà. Non, et sur la performance, justement, on reviendra dessus. Je voudrais voir Timothée. Ah oui, je peux illustrer un peu. Ouais, on reviendra dessus. Je voudrais juste avant, quand même, une réflexion. On voit quand même dans l'histoire des médias, notamment ces 10 dernières années, l'influence, le diktat quelque part des algorithmes qui a imposé des plateformes où à une période, c'est des vidéos de 15 secondes qu'il fallait faire, puis 10 secondes, enfin 1 minute, etc. Vraiment dicté parce que c'est ce qui marche, c'est l'usage qui est attendu et c'est ce qui permet d'être plus haut dans les feeds et donc d'être plus visible et donc on adapte. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le podcast vidéo vienne un peu casser l'espace de liberté qui était le podcast audio où on peut faire des formats très longs, ce qu'on veut, très court, peu importe, il n'y a pas de limite, c'est pas comme en télé, tu t'en parlais un peu de Lorenzo, tu viens de ce milieu-là où il y a des documentaires, 52 minutes, etc. Le podcast était un peu cet esprit de liberté, on fait ce qu'on veut. Maintenant qu'il y a des vidéos, est-ce que ça va pas venir un peu casser ça et réhomogénéiser le podcast qui, à mon sens, moi, serait un petit peu dommage. Je commence peut-être par toi, Lorenzo, puisque tu fais du podcast natif. Je crois qu'il T'es là où t'es parti? J'ai cru voir au moment où je te parlais la vignette s'éteindre. Je crois qu'il est parti. Ouais, j'ai eu un bug. T'es revenu, je ne sais pas si tu as entendu la question, il me semble que si. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque que la vidéo vienne un peu réhomogénéiser ce qu'on fait sur le podcast et à casser un peu cette liberté qu'on avait? Non, je pense pas, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est juste que un contenu, en fait, doit être reformaté de différentes formes, de différentes manières, avec différents edits pour toucher un public sur différentes plateformes. Je pense qu'on est vraiment, d'ailleurs, dans le cadre du geste, on a fait un voyage d'études en Israël où on a rencontré un certain nombre de médias et un des constats, c'était justement ça, de se rendre compte qu'on avait basculé vraiment dans un environnement omnicanal où en fait on avait auparavant des spécialistes de la radio, de la télé, de la vidéo, de la presse, et qu'en fait maintenant tout ça était complètement convergent et que on était juste dans une logique de dire comment en fait on forme les équipes pour faire en sorte en fait qu'une histoire puisse donner 5-6 formats différents avec 5 edits différents pour en fait s'adapter aux différents modes de consommation. Aujourd'hui, voilà, les gens consomment de manière complètement différente et tout en même temps. Donc c'est plutôt ça pour moi la problématique. C'est pas une contrainte pour moi, c'est une opportunité de justement toucher plus de monde. Et en fait, il restera toujours la possibilité d'avoir un format complètement brut, complètement rough sur le podcast. Et d'ailleurs, comme le disait Claire, il n'y a pas de règle il n'y a pas de recette miracle pour faire émerger un podcast. Il y a des podcasts qui sont faits par des super indépendants qui cartonnent complètement et ils bénéficient pas de puissance de feu de médias traditionnels. Et inversement, on a d'ailleurs vu que dans les meilleures réussites de podcast, ce n'était pas forcément les médias traditionnels qui tiraient leur épingle du jeu. Je pense à Hugo Décrypte, par exemple, qui est le premier en fait, podcasteur d'actu, enfin même tout court, je crois. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt ça le sujet. Claire, tu corrobores, toi, j'allais dire, enfin vous, chez Spotify en tant que plateforme, est-ce que vous avez des guidelines, des conseils qui pourraient influencer les temps de production ou les formats parce que ça marche mieux et que vous avez cette data, vous, qui le dit? Pour commencer, je vais juste revenir sur quelque chose que tu as dit sur les algos qui favorisent les formats. Sur la vidéo chez Spotify, déjà, il y a une équipe éditoriale que certains connaissent qui écoute tous les projets, qui accompagne les créateurs, etc. Et c'est cette équipe qui fait les sélections manuelles, notamment quand il y a des nouvelles fonctionnalités et des nouveaux contenus. Donc, c'est une partie qui est vraiment de la curation éditoriale et manuelle. Humaine. Ouais. Et ensuite,
nous, on est plutôt là pour aussi, enfin, on apprend en même temps que les créateurs sur ces nouvelles fonctionnalités. Donc, ce qu'on aime bien faire, c'est comme on a fait avec Robin et Combini notamment, c'est de se dire, on commence ensemble au moment où on lance la fonctionnalité. Nous, on vous accompagne et en même temps, le faire avec Combini est aussi et pareil avec Prisma, mais est aussi une façon de faire savoir qu'il y a cette fonctionnalité et d'échanger ensemble sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché et d'en apprendre les tenants et aboutissants. Et c'est le luxe qu'on a juste d'être une petite équipe et de vouloir travailler comme ça aussi, c'est-à-dire de façon un peu artisanale, si je puis dire, alors qu'on est une grosse plateforme. Ouais, très clair. Merci Claire. On parlait des KPI, mesures de performance. Je me tourne vers Timothée, puisque ça fait partie de ton rôle notamment. Qu'est-ce que vous mesurez? Est-ce qu'il y a des KPI spécifiques dans les podcasts vidéo par rapport à des vidéos classiques? Et par rapport au podcast, est-ce que ce format de podcast vidéo est un peu spécifique là-dessus? Qu'est-ce que tu peux nous en C'est dire? finalement des indicateurs qui vont un peu mélanger les indicateurs habituels de la vidéo et ceux qu'on regarde sur les podcasts. C'est-à-dire que sur la partie vidéo, on va beaucoup regarder l'exposition, le reach et les vidéos vues, les déclenchements en fait. Donc ça, c'est ce qui fait que les utilisateurs ont l'opportunité de découvrir un programme. Et ensuite, on va regarder plus des indicateurs d'engagement et de fidélité qu'on a plus l'habitude de regarder, c'est vrai, sur les podcasts. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, et ça rejoint un peu ce que disait Lorenzo tout à l'heure, c'est de regarder la conversion de l'un à l'autre. C'est voir comment, enfin, en gros, c'est pas se mettre à surdiffuser via la vidéo pour en fait n'arriver à rien sur de la fidélisation sur le podcast. Donc, c'est voir comment le reach peut vraiment servir in fine le podcast, quoi. Donc, finalement, ça va être des histoires de conversion, quoi, surtout regarder en réalité. D'accord. Et ça, vous arrivez à le traquer, à le suivre assez finement, voir l'impact quand tu sors une vidéo de s'il n'y avait pas de la vidéo? Et c'est une difficulté parce que effectivement, une des caractéristiques du podcast, c'est sa multidiffusion sur toutes les plateformes. Et donc, savoir exactement traquer l'impact d'une mise en avant sur le social, sur notre site, etc., c'est une difficulté. Mais c'est vrai que nous, comme on développe aussi pas mal notre audience, y compris purement audio, sur nos sites, en étant plus propriétaire de la diffusion, on arrive mieux à traquer effectivement la conversion. Ouais, dans votre écosystème que Ouais. vous maîtrisez bien. En termes de monétisation, encore peut-être, Robin, est-ce qu'un podcast vidéo se monétise bien? Est-ce que par rapport à une vidéo classique, il y a des différences vis-à-vis des annonceurs ou des sponsors? Est-ce qu'il y a des spécificités sur le format pour la monétisation? Alors nous, sur YouTube, elle est monétisée comme une vidéo classique. Vu que la vidéo est plus longue, il y aura forcément plus d'inserts publicités tout au long de la vidéo. Sur les plateformes de podcast, Claire, corrige-moi, mais je crois que pour l'instant, en tout cas sur Spotify, il n'y a pas encore moyen de monétiser le podcast vidéo. Non, ça reste Euh, pub audio sur les vidéos. Voilà, donc du coup, c'est de la pub audio sur les podcasts classiques. Et, euh, et voilà. Et quel était le reste de ta question, excuse-moi? Sur la monétisation, je sais pas, est-ce que quand tu vas voir un sponsor au-delà de la monétisation peut-être plus Mhm. simplement programmatique, est-ce qu'un sponsor est plus sensible, tu peux le vendre plus cher un projet de podcast vidéo qu'une vidéo classique? Est-ce que c'est un format qui est attendu particulièrement, qui se vend bien vis-à-vis des annonceurs? Alors oui, du coup, effectivement, c'est un format qui se vend particulièrement bien. C'est vrai que c'est plus simple de trouver un sponsor quand le sponsor sait qu'il peut avoir un support visuel en plus d'un message audio. Donc nous, effectivement, oui, pour les podcasts vidéo, on est à la recherche active à chaque fois de sponsors pour pouvoir sortir les podcasts. On sait qu'il y a une meilleure réception de la part des prospects.
Lorenzo, tu le vois aussi, ça? C'est-à-dire que depuis qu'il y a enfin, l'avènement, c'est peut-être le terme est peut-être un peu fort, mais est-ce que tu sens qu'en termes de monétisation, d'aller chercher des annonceurs qui ont peut-être plus l'habitude de... On sait que les vidéos se vendent plus cher généralement que l'audio. Et enfin, ça dépend. Je vois que tu veux en parler, mais c'est vrai qu'il y a certains podcasts bien placés, je sais par exemple en B2B ou des choses qui se vendent très très cher au CPM, hein, sur du podcast audio, la vidéo, mais on sait quand même vendre plus que de l'article. Est-ce que le podcast vidéo est un peu à part dans tout ça? Alors, en termes de monétisation, en fait, si tu parles de monétiser un podcast qui est distribué, un podcast éditorial, en fait, le CPM sera plus élevé en podcast. Mm. Quand tu étais bien placé pour savoir, quand tu vends à Austrade, c'est entre, allez, je vais dire entre 40 et 120 en fait, Ouais. euros du CPM pour des podcasts très niches qui sont très prisés versus la vidéo, voilà, c'est entre 1 et 20 euros, quoi. Enfin, je veux dire, donc c'est pas les mêmes, montants. Donc là, on parle d'Austrade, donc on parle de format où en fait c'est le host qui fait lui-même la pub ou elle-même la pub. Après, sur la programmatique, effectivement, on est sur des CPM un peu plus faibles qui peuvent avoisiner ceux de la vidéo. Puis certaines régies vidéo vendent très bien et très cher. Donc enfin voilà. Après, il y a un petit risque quand même, c'est que en faisant du podcast vidéo, en fait, il peut y avoir des annonceurs qui peuvent se dire, bah, en fait, moi, je vais aller acheter un plan sur YouTube et ça va me coûter beaucoup moins cher. Je vais toucher en fait l'audience de ce podcast et je vais avoir ça pour beaucoup moins d'argent que si je contacte directement le podcasteur et je fais un plan d'Austrade avec lui. Au final, il faut faire beaucoup de pédagogie pour expliquer que c'est pas le même format, que l'attention qu'on peut avoir sur une plateforme vidéo, elle n'est pas du tout la même que l'attention qu'on a dans un environnement uniquement audio où en fait on est un peu comme au cinéma, on est dans une salle plongée dans le noir et en fait on ne voit que le grand écran. Bah, c'est pour ça en fait que la publicité podcast est quasiment à des niveaux de CPM aussi cher que la pub en salle parce qu'en fait on est vraiment dans notre tête uniquement. Donc je pense que moi c'est un peu la seule menace que je vois, c'est de bâtir des plans plutôt justement omnicanal avec de l'audio et de la vidéo couplés pour éviter justement de se retrouver à avoir du dumping vidéo sur les tarifs et que ça tire la valeur du podcast vers le bas qui peine déjà en fait à avoir une monétisation, enfin pour la plupart des podcasts, hein, je dis parce qu'il y a certains podcasts qui gagnent vraiment très bien leur vie, mais pour la grosse masse qui peine déjà à bien monétiser. Oui, c'est bien de le préciser. Effectivement, c'est pour ça que voilà, il y a pas un problème, mais en tout cas, c'est dur de monétiser du podcast sur du natif, etc. Il y a des coûts de production quand même, etc. Voilà, donc c'était intéressant de voir est-ce que ça apporte quelque chose en plus, mais bon, c'est une corde à l'arc du dispositif supplémentaire du podcast. Je voulais aussi... Pardon, juste un truc, j'ai pas fini mon point 2 parce qu'en fait, je suis Vas-y. passé maintenant. Et le deuxième point, c'est quand on amplifie une opération de brand content, là, effectivement, pour nous, c'est générateur de beaucoup plus de chiffre d'affaires parce qu'en fait, on ajoute à la production d'un podcast de marque la production d'assets vidéo qui peuvent parfois doubler, voire tripler le budget total du podcast de marque parce qu'on retombe dans des tarifs vidéo qui sont beaucoup plus attractifs. Donc, en fait, sur le deuxième point, c'est clairement beaucoup plus un business model vertueux sur le brand content. Merci Lorenzo. Sur la monétisation, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose autour de la table. Moi, je voulais juste dire, effectivement, on fait un travail tous depuis un certain temps qui est de défendre la singularité finalement du format audio et même du point de vue du coup annonceur. Et effectivement, ça nous permet d'avoir des CPM intéressants, de valoriser ça auprès de l'annonceur, montrer qu'il va avoir, comme c'est un média de l'intimité, qu'il va avoir un rapport à l'utilisateur qui n'a rien à voir avec d'autres formats. Et donc, effectivement, il ne faut pas que le podcast vidéo vienne abîmer en quelque sorte la singularité du format audio du point de vue de l'utilisateur, du point de vue de l'annonceur, etc. Donc, je pense qu'il faut un des défis, c'est de garder la singularité de l'audio et continuer à la valoriser du point de vue de l'annonceur. Ouais, tu as raison. Je pense que c'est hyper important et que tous acteurs de cet écosystème, il faut
aller dans cette direction-là, effectivement, et défendre un peu les spécificités du format audio. Quelque chose quand même d'intéressant, un point que je voulais noter qui peut avoir des conséquences, c'est le fait d'avoir des podcasts vidéo donc sur des plateformes qui permettent d'avoir des interactions, des commentaires, des likes et donc tous les outils un petit peu que permettent les plateformes et les réseaux sociaux. Est-ce que ça change quelque chose dans l'engagement de la communauté? Euh, alors, j'allais dire spontanément peut-être Lorenzo, parce que encore une fois, tu es l'exemple un peu type, mais est-ce que ça change quelque chose? Vous avez plus de feedback du public, vous êtes un peu plus regardant par rapport à ça, vous voyez un peu émerger une communauté qui commente derrière ces podcasts vidéo que vous n'aviez pas forcément avant, ou le podcast audio, c'est quelque chose qu'on pousse quelque part de manière assez top-down, sans forcément savoir ce qu'on a, parce que les gens ne laissent pas forcément toujours des évaluations sur les plateformes d'écoute audio. Je pense qu'il y a deux points où la vidéo améliore effectivement le lien et l'engagement. Enfin, l'engagement, déjà, il y a un podcast vidéo, ça va améliorer forcément le SEO, puisqu'on va être présent sur beaucoup plus de plateformes. Et ensuite, sur la partie échange avec la communauté, oui, l'engagement est plus fort. Il y a des dispositifs d'interaction beaucoup plus poussés sur les médias sociaux traditionnels. Maintenant, on a quand même depuis toujours sur Apple Podcast les commentaires et les notations, même si c'est quand même un peu archaïque. Et maintenant, sur Spotify, il y a la possibilité aussi de commenter, de noter. Il y a les questions, il y a les questions-réponses maintenant sur chaque épisode. Donc c'est autant de dispositifs qui permettent l'engagement. Mais effectivement, on est au début de ça sur les plateformes audio et on est à un stade un peu plus avancé de l'engagement sur les plateformes vidéo. Robin, de ton côté, chez Combini, sur les podcasts vidéo, toi qui faisais les podcasts, est-ce que tu sens qu'il y a plus de retours, plus d'engagement, de commentaires avec les vidéos? Oui, on a beaucoup de retours, beaucoup de commentaires et du coup, nous, on s'en sert beaucoup. Par exemple, sur Spotify, la dernière fois qu'on a fait un small talk sur scène, on a demandé aux auditeurs quelles questions ils voulaient qu'on pose aux invités. Donc, on se sert de ces outils et puis on peut aussi avoir un retour sur voilà, est-ce que les gens ont trouvé que le podcast était trop long, est-ce qu'il était trop court, qui les consomme aussi. Donc oui, les commentaires nous aident beaucoup et c'est vrai qu'avant, même s'il y avait effectivement ces commentaires sur Apple Podcast, les gens les utilisaient moins que sur YouTube ou sur la nouvelle fonctionnalité de Spotify, par exemple. Donc, on a beaucoup plus d'infos et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité sur qui sont les personnes qui écoutent et quel est un peu le mood derrière ces écoutes-là. Très clair. Et alors, je reviens un peu sur la question, justement, le fait d'avoir tous ces retours, est-ce que ça n'a pas un impact quelque part en se disant, bah, tiens, je vais créer quelque chose pour qu'il soit un peu plus viral, parce que je sais voilà, que ça va être sur ces plateformes-là, et ça peut avoir un impact sur la manière dont on conçoit ces productions-là? Robin, je te laisse encore là. Alors si, alors par exemple, nous, il y a quelque chose qui nous a assez marqué, c'est que quand on a fait Small Talk, à la base, on était sur un format de 30-40 minutes. Et en fait, on s'est rendu compte naturellement que les gens demandaient à ce que ça soit plus long dans les commentaires. Et par exemple, ça nous a permis, ça nous a donné la liberté, en tout cas en interne chez Convini, de dire, bah ok, en fait, les gens ont envie que ça soit plus long. On se permet de le faire parce que les gens nous le demandent, alors que instinctivement, nous, on se serait interdit de faire un podcast aussi long. Et du coup, ça nous a permis de reformater un peu ce format-là. Et puis après, bah, ça permet effectivement de peut-être rajouter des petites briques un peu plus créatives dans le conducteur, de notre format vidéo, ou alors de faire quelques petits hacks. Par exemple, nous, dans ce format-là, souvent on a caché des choses dans le setup, dans le décor, et on essayait de voir si les gens réagissaient dans les commentaires. Parfois, on faisait des zooms un peu débiles, un peu humoristiques, et on essayait de voir si les gens réagissaient. S'ils réagissaient, on se disait, bon, bah ok, on peut peut-être rajouter des petites briques un peu créatives comme ça de manière visuelle, et du coup, ça marche. Et du coup, effectivement, nous, ça nous permet d'enrichir un peu le podcast avec des nouvelles choses créatives. Ça, c'est malin. Une belle manière, en tout cas, d'engager la communauté, ce genre de petits dispositifs qui fait que les gens sont un peu plus attentifs, prêtent attention un peu à ce qui se passe à la vidéo. C'est pas mal. Christelle, est-ce que toi, sur le côté engagement des
ceux qui regardent vos vidéos, tu sens que depuis qu'il y a les podcasts vidéo, il y a plus d'engagement, plus de retours, plus de commentaires. Alors, tu l'as dit, hein, vous faisiez déjà des vidéos depuis un moment, donc c'est pas totalement nouveau. Mais est-ce que tu sens que par rapport à ce que vos productions pures podcast, est-ce qu'il y a un peu plus de retour de la communauté? Je dirais que depuis que les réseaux sociaux existent et que les plateformes vidéo existent, oui, il y a une interaction avec les publics qui est différente, augmentée, etc. Ça nous pose la question de la relation avec nos auditeurs, qui est une question essentielle, a fortiori quand on a un média de service public. Donc, sur toutes ces plateformes-là, on a à cœur d'exploiter au mieux les fonctionnalités qui nous permettent de dialoguer, d'avoir du feedback, d'échanger sur le fond des sujets eux-mêmes, et puis charge à nous aussi d'inventer nos propres moyens de générer cette conversation sur notre propre plateforme. C'est ce qu'on est en train de creuser chez Radio Top. France. Merci. C'est la nouvelle version du service relations auditeurs. Appelez le 01 45 24 7000. Voilà. Exactement. Merci Christelle. Claire, on en parlait, il y a quelques fonctionnalités qui arrivent de questions. Est-ce que vous avez des retours sur les usages? Est-ce que vous sentez qu'il y a un effet communauté derrière ces podcasts-là ou c'est un peu tôt? En fait, je trouve que la particularité de l'audio, elle est assez paradoxale parce que c'est justement le format avec lequel tu te sens le plus en intimité et en affinité avec un host potentiel de podcast. Et pourtant, c'est le média qui est le plus, tu disais descendant, mais en tout cas qui est le plus unilatéral dans la façon de l'écouter. Donc, nous, on a réfléchi très tôt à cette question de l'interactivité avec donc, 2 fonctionnalités qui sont le fait de pouvoir faire des questions, de poser des questions à sa communauté Mais pardon, la communauté, elle existait déjà. Je prends Hotline, le podcast qu'on fait. Les filles, depuis qu'elles font ce podcast, elles se font reconnaître dans la rue. Elles ont donné le nom Hotties aux personnes qui les écoutent. C'est juste qu'il n'y avait pas d'endroit à part leur propre réseau individuel pour échanger. Donc, on a créé ces endroits sur la plateforme avec ce système de questions-réponses. Mais vraiment, le but de Spotify, c'est pas de devenir une plateforme sociale ni de devenir une plateforme vidéo. Donc, c'est fait toujours avec beaucoup de précautions pour que cet espace qui est l'espace de l'audio et donc de la sérénité, de l'immersion, etc., ne soit pas trop pollué, si je puis dire, par ces conversations que tu vas retrouver sur les réseaux, sur YouTube, si tu veux un truc avec beaucoup d'échanges. Nous, c'est juste de créer un lien entre le host et sa communauté, mais pas d'en faire une plateforme de conversation. Ce qui est pas facile, hein, trouver la juste mesure là-dessus. Tu pourrais te dire, effectivement, je veux que ce soit chez moi que se passent toutes ces discussions parce que c'est intéressant et plus les gens restent chez vous, mieux c'est quelque part, ils voient la valeur de l'abonnement. Et en même temps, il y a déjà d'autres habitudes et tu n'as pas envie de polluer non plus le truc. Donc, je pense qu'il doit y avoir des belles discussions sur l'évolution, l'UX, etc. Chez Spotify. Sur ces sujets-là, effectivement. On a fait le tour des questions de cette table ronde. Je vois que l'heure a bien avancé. Je voudrais juste faire un dernier tour de table, peut-être sur vos réflexions sur les chantiers ou les défis du podcast vidéo. On l'a dit, hein, on l'a vu même au départ avec cette question, la difficulté peut-être de définir ce qui est réellement un podcast vidéo. Donc, on en a sorti quelques enseignements, mais peut-être quelles sont vos aspirations, souhaits les uns les autres pour l'évolution du podcast. Timothée, je te laisse commencer si tu veux cette réflexion de fin de table ronde. Pour moi, en fait, le défi numéro 1, c'est de réussir à faire que le podcast vidéo serve à démocratiser le podcast et à l'élargir le plus possible. Et donc, il ne faut pas que ce soit une nouvelle subtilité qui est donnée au podcast, que déjà, que je pense que les gens et les annonceurs peuvent avoir du mal à s'y retrouver entre replay radio, podcast natif. Et donc, il ne faut pas que la podcast vidéo soit une nouvelle subtilité qui vienne un peu tout brouiller dans la compréhension de ce que c'est que le podcast. Il faut au contraire que le podcast vidéo, ce soit en fait l'extension naturelle de ce format audio et sa manière d'être adressé au plus grand nombre. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça le défi pour moi. Très clair, merci. Robin? Alors, je vois 2 choses. Effectivement, du coup, ne pas tomber dans l'homogénéité, comme tu l'expliquais tout à l'heure, et du coup, que tous les créateurs réussissent à avoir des concepts innovants. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il ne faut pas que le podcast vidéo devienne un frein
pour certains créateurs, notamment ceux qui ont le moins de budget. Et du coup, j'ai envie de dire à ces personnes-là qu'on peut faire du podcast vidéo de manière très simple avec une GoPro sans y mettre trop d'argent et trop de budget et sans passer trop de temps au montage après. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce que c'était une des questions, justement, je vois, qui n'était pas dans l'onglet questions, mais dans l'onglet chat, j'avais loupé, que Stella Defader, désolé si j'écorche ton nom, demandait justement est-ce que ça prenait beaucoup de ressources. C'est pas forcément le cas, c'est ce que tu essaies d'expliquer. Il faut pas tomber dans les travers qui étaient justement cet espace un peu cool dans le podcast. Ça peut être très low cost, avec quelques centaines d'euros, on peut faire des choses de très bonne qualité. Faut garder cet esprit-là, y compris pour les vidéos. Exactement. Alors pour nous, Combini, ça implique du coup d'avoir des cadreurs, des monteurs et d'avoir la même exigence en termes de vidéo que ce qu'on pourrait avoir sur d'autres vidéos qui ne sont pas du podcast vidéo. Donc nous, ça nous coûte plus d'argent, mais quand on est un podcasteur indépendant, on peut se permettre de faire des choses de manière très low cost, mais en même temps de très bonne qualité. Merci Robin. Christelle, les défis, les chantiers qui attendent le podcast vidéo. Je suis heureuse de voir qu'on est assez d'accord pour dire qu'une définition large qui laisse la place à l'innovation éditoriale, c'est vraiment une très bonne chose. Le défi que ça peut poser au marché des créateurs d'abord, des producteurs, c'est que ce que ça implique, c'est de nouveaux modèles économiques en termes de coûts et en termes de revenus. Donc, c'est vraiment à questionner. Effectivement, est-ce que d'un modèle très léger à des productions extrêmement soignées et qui coûtent cher, il faut vraiment se poser la question. Et puis, ça interroge aussi les conditions de distribution. Et dans le chat, j'ai vu aussi qu'il y avait une remarque ou une question sur les droits. C'est une bonne question. Si ça implique d'autres compétences, d'autres ressources pour la création et la diffusion, alors c'est aussi une autre chaîne de droit, une autre chaîne de valeur. Qu'il faut effectivement adresser. Effectivement. Exactement, c'était une question de Chloé Assouplignan qu'on salue sur les questions des droits d'auteur qui ne seraient pas forcément encore reversés par YouTube malgré un accord avec la SCAM. Alors, je ne connais pas bien le sujet, mais la raison, voilà, qui dit effectivement nouveau format, dit distribution, dit rémunération, juste. Donc, sujet à suivre. Merci Christelle. Claire, vous en parlez beaucoup. C'est quoi les chantiers? Non pas de Spotify, parce qu'on pourrait faire un épisode de Mediarama. Clin d'œil, ce serait bien. Mais plutôt, voilà, qu'est-ce que tu vois comme chantier pour le podcast vidéo, les défis qui attendent ce format? Il y en a un gros dont on n'a pas parlé, qui est la modération. En tout cas, ouais, ça change. En tout cas, pour les plateformes, ça change. Je me tiens un peu une balle dans le pied de ça, mais il y a vraiment un gros sujet là-dessus, qui était déjà un sujet émergent sur le podcast, mais qui l'est maintenant à doublement avec la question de la vidéo. Et ensuite, je pense qu'il y a un deuxième sujet, nous, par rapport, mais ça rejoint ce que vous disiez, par rapport aux talents et aux créateurs avec qui on discute, qui est de faire comprendre qu'on est d'abord là pour défendre l'audio et que la vidéo est un plus et qu'on n'est pas là pour faire des projets vidéo et des prods vidéo en premier lieu. Ouais, ça c'est important, c'est un message qu'il faudra rappeler, marteler. Voilà, on pense d'abord audio, ça doit être au service du podcast. Lorenzo, tu as le mot de la fin. C'est vachement facile maintenant que tout a été dit. Je te remercie. Voilà, mais comme tu connais bien le sujet, non, mais écoute, moi, en gros, les défis, les chantiers, pour moi, ça a été un peu dit, mais le défi organisationnel pour les créateuristes, pour les studios, il y a une vraie problématique d'organisation pour justement faire en sorte que la vidéo soit pas quelque chose qui vienne handicaper en fait les finances, mais au contraire qui soit pris dans le workflow de production, organisé de manière systématique et en fait pour amener des opportunités de revenus et de visibilité.
Effectivement, moi, je me dis qu'il y a un défi aussi d'opportunités de revenus. Peut-être, du coup, ça nous rendrait éligibles aux aides à la création du CNC, vu que c'est le centre de l'image animée. Donc, en l'occurrence, le podcast n'est pas de l'image animée pour le moment, mais le podcast vidéo peut-être pourrait l'être. Donc, on pourrait, dans le cadre du PIA, et dans le cadre du geste aussi, on a ces débats-là. Voilà. Et enfin, moi, je trouve qu'il faut se féliciter en fait de voir que même si on n'a pas beaucoup parlé enfin, on a parlé beaucoup de YouTube, mais sans parler beaucoup de YouTube, mais il y a quand même un vrai move qui s'est opéré là récemment avec des articles et un certain nombre de mobilisations chez YouTube qui font en sorte que ce média soit très bien représenté et devienne une des priorités en fait de Google. Et ça, on peut s'en féliciter. Donc, moi, je crois que c'est un des gros trucs qui va se passer. Et je pense qu'il n'y aura pas, dans les 5 prochaines années, il n'y aura pas un podcast, il n'y aura pas une vidéo accompagnant son podcast et que ça sera un relais très important de croissance pour l'audience et j'espère de monétisation sans cannibalisation. Très clair. Merci à toutes et à tous autour de cette table et vous qui avez écouté, suivi ce webinaire. Merci à Laure pour l'invitation. Je vois que tu t'es reconnecté, donc je vais te laisser le mot de la fin si tu veux. Merci pour l'invitation. Merci infiniment pour ces très riches échanges. Je pense qu'on a tous appris beaucoup. Pour rebondir sur YouTube, ça faisait partie évidemment des intervenants qu'on souhaitait avoir autour de la table, mais qui n'en sont pas souhaités venir parce qu'ils ont dit ne pas avoir encore développé pour la France. À suivre, peut-être une prochaine session. Timothée parlait effectivement de l'objectif pour vous tous et en particulier pour la commission audio-digitale du geste de valoriser la singularité de l'audio et nos travaux. On en a parlé aussi sur la mesure d'audience pour plus de transparence, sur un glossaire unifié, les travaux avec l'Observatoire du podcast, voir quelles aides aussi on peut avoir sur la catégorisation, enfin en tout cas sur l'organisation des marchés sont très importants. Katia Sanro de Wimedia, Benjamin Mas de Triton et Xavier Filiol sont à Nîmes et les membres du GEST sont évidemment tous les bienvenus pour travailler sur ces sujets. Voilà, encore un grand merci à nos intervenants et à très très bientôt, j'espère. Bon après-midi. Merci, à bientôt. Salut tout le monde. Merci tout le monde. Merci.